Eh bien, merci. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité, en particulier donc Claire Georges et mon ami Frédéric Pierru. Après tout ce qui a été dit toute la journée, vous en rendez bien compte, c'est difficile de faire des conclusions. Alors je me suis d'abord demandé de quoi est-ce que le pass est le nom, pour moi par exemple, parce que je n'ai pas une expérience pratique du pass. Et ma réponse, elle irait du côté de Georges Canguilhem. Donc je vous propose une citation, je donne souvent des citations, c'est un peu comme ça. Et quel est donc le type de société pourvu d'une organisation sanitaire exploitant l'information la plus sophistiquée sur la distribution et les corrélations des facteurs de maladie, qui dispensera un jour le médecin de la tâche peut-être désespérée d'avoir à soutenir des individus en situation de détresse dans leur lutte anxieuse pour une guérison aléatoire. Il me semble que les passes relèvent, si vous voulez, ce défi. Et je vous donne une deuxième citation, comme ça on aura presque terminé, je dirais, d'Adorno, sociologue de l'école de Francfort. « Ce que l'on ne dit pas, c'est que le terrain sur lequel la technique acquiert son pouvoir sur la société est le pouvoir de ceux qui la dominent économiquement. De nos jours, la rationalité technique est la rationalité de la domination même. » Donc je pense que nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais je ne peux pas m'empêcher de prendre 30 secondes pour faire un peu transition avec ce qui a été dit précédemment. Si vous vous souvenez, mai 1944, le Bureau international du travail à Philadelphie dit que si, la guerre n'est pas encore terminée, mais si on veut éviter toute cette boucherie, ces massacres, ces luttes fratricides, il faut investir sur la justice, le soin et l'éducation. 1980, ce qu'on appelle le néolibéralisme, considère que l'éducation, la justice, le soin doivent être évalués en étant traduits, convertis, je dirais, en marchandises et en spectacles. Le spectacle étant, comme le disait Guy Debord, le lieu où la marchandise se contemple elle-même. Donc si vous voulez, l'évaluation, on va en parler, je crois que peut-être certains savent ici que c'est un peu une de mes passions et un de mes combats. L'évaluation aujourd'hui, ce que je préfère appeler la néo-évaluation, parce qu'on fait croire qu'avant on n'évaluait pas. Comme si dans les réunions de synthèse, par exemple, dans les réunions d'équipe, dans les réunions diverses et variées, on n'avait jamais évalué. Bien sûr qu'on avait évalué. Mais aujourd'hui, la néo-évaluation sont les nouvelles formes sociales de l'évaluation, c'est-à-dire des dispositifs de servitude volontaire qui, effectivement, produisent une conception de la valeur, puisque évaluation, dans le terme évaluation, vous avez valeur, produisent la valeur comme quelque chose qui est soluble dans la pensée du droit ou des affaires. Ce que j'appelle la rationalité pratico-formelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la rationalité pratique, c'est en quelque sorte de savoir ce que ça rapporte et ce que ça coûte. C'est-à-dire c'est une pensée gestionnaire. Nous sommes aujourd'hui sous une curatelle technico-gestionnaire. Et effectivement, tout ce que nous faisons, et c'est ça la revanche de l'administratif par rapport, si vous voulez, aux soins, c'est cela. Et la pensée, je dirais, de la rationalité justement gestionnaire également, c'est, si vous voulez, la conformité. Donc, effectivement, tout à l'heure, Florent l'a évoqué aussi, c'est une pensée de la procédure. Et donc, aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas du tout, si vous voulez, de savoir si nous réalisons les actes pour lesquels nous avons été créés, instanciés d'une certaine manière, juste y compris dans les institutions, mais de savoir si nous sommes conformes, effectivement, à des procédures avec, bien sûr, en même temps, une incitation aussi bien au conformisme, au cynisme ou encore à l'imposture, puisqu'il faut bien vivre dans ce monde de la norme. Au passage, la norme, qu'est-ce que c'est ? On en a beaucoup parlé. Le vivant produit ses propres normes. Donc on ne peut pas rejeter la norme. Ce que l'on peut rejeter, c'est effectivement une norme aliénante, puisque le terme de norme veut dire, si vous voulez, ce qui tombe droit. Donc en quelque sorte, la norme, c'est l'équerre, c'est le fil à plomb. C'est ce qui va, si vous voulez, redresser les comportements. C'est-à-dire ce que Canguilhem appelait la somme des exigences imposées à des existences. Et il y a des normes, pourrait-on dire, les normes vitales sont des exigences qui, bien sûr, permettent en quelque sorte l'ajustement au milieu et sont tout à fait légitimes. Et puis il y a des normes, comme les normes gestionnaires, comme les normes, si vous voulez, comme certaines normes techniques en tout cas, qui ne sont pas du tout légitimes, qui relèvent simplement d'une espèce d'utilité sociale, c'est-à-dire, si vous voulez, d'un champ du politique.
Alors, je voulais quand même dire quelques mots aussi sur, mais je crois que toute la journée vous y avez fait allusion, sur la question effectivement de la philosophie du soin. C'est-à-dire que depuis, si vous voulez, les origines de la prise en charge des souffrances et des maladies, la philosophie du soin, eh bien, elle est dans une espèce de tension, de contradiction, mais en même temps, justement, de synergie, de conjonction entre deux pôles, ça a été évoqué à plusieurs reprises, le iatrique, c'est-à-dire la médecine proprement dite, et puis le thérapeutique, c'est-à-dire le souci du malade dans sa globalité, âme et corps, sa singularité. Par exemple, historiquement, je vous rappelle très rapidement que le soin en Grèce est la raison d'être de la médecine hippocratique. Elle observe et se soucie du malade pour accompagner simplement l'effort spontané de la nature à se guérir. Accompagner l'effort de la nature à se guérir. Ensuite, une autre période, je vais faire très vite, c'est un panorama historique très rapide, mais le soin et la médecine, donc le soin effectivement comme souci, comme inquiétude, comme préoccupation, le soin et la médecine se séparent au Moyen-Âge, et d'ailleurs ça va freiner la médicalisation des hôpitaux. Les hôpitaux sont du côté de l'accueil des pauvres, l'accueil des précaires, des errants, etc., n'est-ce pas, et sont une affaire de valeur, alors pour le coup de valeur sociale et religieuse, mais séparée du champ médical. C'est donc un lieu d'assistance et d'hospitalité, et ça va durer à peu près, je vais vite, jusqu'au XVIIe siècle. Jusqu'au XVIIe siècle, vous avez donc cette dissociation entre le médical, si vous voulez, et puis l'hospitalité. Un autre moment de rupture va se produire, c'est celui que vous connaissez bien, c'est le 19e. C'est la deuxième moitié du 19e siècle où effectivement la médecine scientifique, expérimentale, technique, celle que nous a léguée Claude Bernard d'une part, mais aussi Pasteur avec l'étiologie spécifique des maladies qui chamboule complètement, bien sûr, le champ, si vous voulez, de la raison, de l'étiologie de la médecine. On a là le risque de voir émerger une médecine qui devient une médecine objective, mais quasiment animale, inhumaine. Allez, on va faire très vite et très simple. Inhumaine, ça veut dire animal, puisqu'effectivement, Claude Bernard, comme vous le savez, déplace le lieu, n'est-ce pas, où se construit le savoir médico-biologique, le savoir médical, du lit du malade vers le laboratoire de physiologie, de physiopathologie. Alors, on a depuis, je dirais par exemple avec Canguilhem, renoué avec une médecine hippocratique, c'est-à-dire avec la prise en compte de la subjectivité du malade, de la subjectivité du patient, bien sûr, et aussi des soignants. Simplement, aujourd'hui, n'est-ce pas, avec la médecine de la santé, et c'est encore une autre chose la santé. Canguilhem disait que la santé était une notion vulgaire, c'était pas un concept scientifique. La santé, ça mélange à la fois des impressions subjectives, un bien-être moral, un bien-être économique, des éléments médicaux, des éléments sociaux. C'est vraiment un pot pourri d'un ensemble de facteurs, vous voyez, extrêmement problématiques. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui, n'est-ce pas, on va essayer d'approcher le malade dans une dimension biopsychosociale. Ça veut dire simplement qu'on essaie de réunifier ce qui a été pulvérisé, si vous voulez, par quoi ? Par la médecine d'appareil. Alors quand je dis médecine d'appareil, je pèse mes mots, bien évidemment, c'est-à-dire non seulement les appareils, pourrait-on dire, du corps humain, n'est-ce pas, la physiologie du corps humain, mais aussi les appareils bureaucratiques. Et aujourd'hui, il faut le dire, nous sommes dans une bureaucratie de l'expertise. Nous sommes dans une bureaucratie de l'expertise. Et c'est à cela, effectivement, que nous sommes, n'est-ce pas, sommés de devoir répondre. Alors, comme Frédéric l'a évoqué, aussi bien à l'hôpital qu'à l'université, que dans les salles de rédaction, que dans les classes d'enseignement, que dans les laboratoires de recherche, etc. Partout, en quelque sorte, le savoir artisanal, et dans artisanal, il y a une part qui s'appelle art, l'art, n'est-ce pas, c'est-à-dire la création, eh bien ce savoir artisanal se trouve confisqué, bien sûr, par les exigences normatives et procédurales des institutions, selon effectivement deux mamelles propres au néolibéralisme, c'est-à-dire effectivement la technique et, encore une fois, la gestion. Alors, on voit bien le problème majeur, il a été évoqué aussi ce matin, n'est-ce pas, c'est que face à cette nouvelle occultation finalement du soin, face à cette nouvelle occultation du soin, qui vient être cachée, si vous voulez, par ce qu'on appelle la santé, eh bien, à partir de ce moment-là, il s'agit de savoir comment redonner aux patients, voire aux soignants, une place singulière. Et le danger majeur, c'est personnellement là où je le verrai, le danger majeur est de
concevoir, si vous voulez, le patient comme un entrepreneur de sa propre santé. Et là, vous avez une ambiguïté. Parce qu'à la fois, il est tout à fait normal, bien évidemment, on le voit bien avec la loi Kouchner, la loi de 2002, mais ça a déjà été anticipé par un certain nombre d'arrêts de justice, comme l'arrêt Hydrel en 1997, n'est-ce pas, qui font basculer le champ de la preuve d'avoir donné les informations au patient et non pas d'attendre que le patient les demande. On voit bien comment, si vous voulez, dès les années 90, se déplace déjà, n'est-ce pas, une responsabilité du patient dans la gestion de sa santé. Sauf que la gestion de sa santé, elle peut déboucher sur quasiment une conception de l'homme comme étant un entrepreneur de lui-même, c'est-à-dire ce qui est propre, c'est la figure anthropologique qui est propre au néolibéralisme, c'est-à-dire que finalement, n'est-ce pas, chacun est considéré comme une espèce de micro-entreprise libérale, autogérée, ouverte à la compétition, à la concurrence sur le marché des jouissances existentielles. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes votre petit patron pour aller très vite. Et ça, c'est un problème, parce que ça vient heurter une certaine conception de l'éthique médicale, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Alors, moi aussi, je suis très inquiet quand j'entends parler d'éthique ou de démocratie, parce qu'en principe, quand on commence à beaucoup employer un mot, un signifiant, pourrait-on dire, c'est parce que le phénomène lui-même s'estompe. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'en quelque sorte, n'est-ce pas, on parlera beaucoup d'éthique, de démocratie et de choses. Vous savez, c'est Prévert qui avait une phrase à propos du bonheur. Il disait « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il faisait en partant ». C'est-à-dire que plus on en parle, n'est-ce pas, moins il est déjà. Alors, je crois que nous assistons aujourd'hui, bien sûr qu'il n'y a pas que du négatif dans la technique, j'y reviendrai si j'ai un peu de temps, n'est-ce pas, mais bien sûr, mais nous assistons aujourd'hui à un changement de paradigme dans la raison médicale. Nous assistons, si vous voulez, à un changement de paradigme dans la rationalité du soin et de la médecine. Nous passons, si vous voulez, d'un paradigme de la prise en charge d'un malade, dans un colloque singulier médecin-malade, n'est-ce pas, par un médecin, un soignant, afin, pourrait-on dire, de le traiter et de le guérir, avec cette vieille éthique un peu infantilisante, il faut bien le dire, n'est-ce pas, où une confiance rencontre une conscience, vous connaissez, n'est-ce pas, l'adage. Bon, nous passons de ce paradigme-là à un autre paradigme, qui est la prise en charge, si vous voulez, de population, et c'est pas du tout la même chose, la prise en charge de population en vue de dépister des facteurs de risque, n'est-ce pas, afin de pouvoir surveiller, contrôler, accompagner ces populations statistiquement en danger. Et là, quelque chose se modifie, parce que vous comprenez bien que la dimension relationnelle, la dimension, si vous voulez, humaine, est quelque peu en danger. Alors, le terme de soin, et je suis très heureux je vous remercie de m'avoir invité à ce colloque, n'est-ce pas ? Parce que le terme de soin, je le rappelle très rapidement, il a deux sens, comme je l'ai dit, il a un sens qui provient du latin médiéval, mais peu importe, qui signifie nécessité et besoin, c'est fournir quelque chose à quelqu'un qui en a besoin, ou bien c'est même se procurer des marchandises, c'est tenir propre des animaux ou des enfants, vous voyez, bon, voilà un des sens du mot soin. Un deuxième sens, n'est-ce pas, signifie souci et chagrin. Et là, du coup, effectivement, ce n'est pas plus les mêmes valeurs. On n'est plus dans les valeurs de la nécessité, on n'est plus dans les valeurs de subsistance, on est dans des valeurs d'inquiétude, dans des valeurs de préoccupation, vous voyez, et c'est un sens différent. Alors, ces deux sens sont en permanence, encore une fois, en tension. Ce n'est qu'au XVIIe siècle, c'est tardif, comme vous le voyez, que le verbe soigner prend le sens actuel de s'occuper de la santé ou du bien-être de quelqu'un. Alors, beaucoup de choses ont déjà été énoncées depuis ce matin, et donc, du coup, je vais être obligé d'être très rapide, mais, par exemple, ce matin, Claire et Dominique ont montré comment, finalement, l'obstacle à s'insérer dans un protocole, que ce protocole soit administratif, gestionnaire ou thérapeutique, eh bien, l'obstacle, n'est-ce pas, à s'insérer dans un protocole, dans le fonctionnement des protocoles, se transformait en exigence de devoir créer, en exigence de devoir innover. Et du coup, on pouvait retrouver, si vous voulez, cette dimension à la fois paradoxalement singulière, chaque cas est un cas particulier, c'est la définition de la clinique, et globale, c'est-à-dire effectivement prendre à ce moment-là le patient dans toute la dimension de sa vie, c'est-à-dire dans tout le drame de son existence d'être malade. C'était aussi ce que disait Canguilhem, n'est-ce pas ? C'est que la maladie n'est pas simplement des difficultés de fonctionnement, la maladie c'est le drame d'une existence. Et là je reviens aussi à un point qui a été aperçu, évoqué ce matin, c'est la question du récit. C'est-à-dire qu'effectivement, cela suppose que l'on puisse accueillir le patient, n'est-ce pas, pour qu'il raconte tout simplement ce qui lui arrive.
Et on a vu d'ailleurs dans le film, très intéressant ce matin, l'importance pour le patient de restituer un parcours de vie afin que sa souffrance ait un sens. C'est Nietzsche qui disait que la souffrance dans la souffrance, c'est le non-sens de la souffrance. Donc si vous êtes quelqu'un, c'est normal que vous êtes malade, vous le redoublez sa souffrance. Vous voyez, d'où l'importance de pouvoir, en quelque sorte, historiciser le malheur que vous rencontrez en tombant malade. Et c'est un point qui est important. Alors, nous avons beaucoup travaillé avec Marie-Josée Delvaux là-dessus, n'est-ce pas ? Ça ne veut pas dire pour autant que ce que nous avons appelé le roman du malade, bien sûr, puisse être identique à la cause de la maladie. C'est la grande confusion parfois autour de la psychosomatique, c'est la confusion entre le sens que le patient a besoin de donner à ce qui lui arrive, sinon vous redoublez sa souffrance, n'est-ce pas ? Et puis l'étiologie, bien sûr, spécifique de la maladie. Je crois que là encore, les deux éléments sont à prendre en compte, et je crois que là encore, des éléments marginaux, au sens de ce qui a été défini tout à l'heure concernant la marge, n'est-ce pas, des éléments marginaux permettent de recréer l'innovation du texte, n'est-ce pas, et donner effectivement à la médecine toute sa spécificité, c'est-à-dire, n'est-ce pas, de répondre à l'appel du malade. C'est aussi comme ça que Canguilhem, encore une fois, parlait de la position spécifiquement médicale. Alors, je me méfie un peu avec l'heure, mais alors, si vous voulez, on a ce matin évoqué la rationalité sanitaire gestionnaire. Bon, je ne vais pas en reparler. On a évoqué la T2A, etc. Le problème majeur des évaluations, parce que je pense qu'elles se ressemblent toutes, n'est-ce pas, aussi bien les impact factors des revues à l'université, les facteurs H, facteurs M, taux de productivité des enseignants-chercheurs, etc., que les logiques d'audimat dans le champ de l'information, que, si vous voulez, le nombre de demandeurs d'emploi réinsérés sur le marché de l'emploi, etc., ou bien la T2A, tout ça relève de quoi ? Ça relève, si vous voulez, d'une logique de marché. C'est-à-dire, en gros, les nouvelles formes d'évaluation aujourd'hui sont finalement des dispositifs, n'est-ce pas, de soumission sociale librement consentie, n'est-ce pas, qui introduisent une logique de marché dans des champs de licence sociale et culturelle qui en étaient à peu près exemptés, qui en étaient à peu près, si vous voulez, épargnés. Alors, c'est ça le problème majeur. C'est pas qu'il y a un problème de budget, c'est pas qu'il y a un problème de technique, c'est pas qu'il y a un problème de gestion. C'est que, en quelque sorte, il n'y a de valeur qu'à condition d'une visibilité sociale et gestionnaire qui calibre l'acte de soin sur le modèle de la marchandise. Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, vous avez un renversement d'ailleurs de la hiérarchie des spécialités dans le paysage médical. Tout ce qui est technique, ou tout ce qui est imagerie, etc., tout ce qui, en gros, permet de traduire une expérience de vie, une expérience de soins, n'est-ce pas, en langage de machine, se trouve valorisé. Et c'est là où, effectivement, est-ce que le sourire d'un schizophrène, ça compte ? Est-ce que les paroles rassurantes d'une infirmière, n'est-ce pas, d'un patient qui passe un scanner, etc., ça compte ? Ça n'est pas tarifable. Et donc, ça n'est pas visible. Et si ça n'est pas visible socialement, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire pour autant que, bien sûr, face à ce dispositif incitatif de déshumanisation des soins, au nom de l'objectivité, j'y reviendrai. Mais, comme le disait aussi Adorno, l'objectivité dans les relations entre les hommes, qui fait fi de toute idéologie, est déjà devenue en elle-même une idéologie qui nous invite à traiter les hommes comme des choses, c'est-à-dire comme des marchandises. Donc ça ne veut pas dire pour autant que parce que nous sommes dans cette logique-là, parce que nous sommes dans ces dispositifs incitatifs, pour autant nous n'allons pas sourire, parler, etc. Mais il y a un problème effectivement de facteurs favorisants ou de facteurs invalidants. Alors, là aussi, pour aller assez vite, si vous voulez, l'EBM, ça a été rappelé tout à l'heure par une intervention, il va de soi que les constructeurs de l'EBM, ils l'ont conçu comme une aide à la décision médicale, n'est-ce pas, comme étant un produit pédagogique, pour aller très vite. Et c'est devenu quoi ? C'est devenu un mode d'emploi qui, effectivement, économise d'avoir à décider. Qu'est-ce que c'est que la technique ? La technique, ce sont des décisions prises à l'avance. Ce sont des décisions incorporées. Et le propre de la technique, si vous voulez, et des modes d'emploi, des procédures, c'est que ça n'exige pas une réflexion intellectuelle. Ça n'exige pas, n'est-ce pas, une réflexion morale. Ça ne requiert que son exécution. Là est le problème majeur. Donc il faut un temps pour pouvoir suspendre, pourrait-on dire, l'application d'une technique, n'est-ce pas, à une décision qui soit humanisée. Je ne sais pas si je suis clair. C'est Frédéric qui rappelait ce matin très justement qu'effectivement les grands exécuteurs des génocides
lorsque vous lisez les observations cliniques, entre guillemets, les récits, n'est-ce pas, de ces assassinats de masse, vous avez quoi? La mort est mon métier. Et ils parlent des problèmes techniques qu'ils ont rencontrés pour tuer le plus de gens possible, n'est-ce pas, en étant avec la plus grande économie, etc. Donc c'est le plus efficace et le moins cher, les deux mamelles du néolibéralisme, n'est-ce pas, c'est également sur la technique que cela peut s'appuyer. C'est, si vous voulez, l'interface, n'est-ce pas, la rationalité technique et la rationalité gestionnaire ont des espèces d'affinités électives dans le champ des valeurs, c'est-à-dire c'est l'interface, n'est-ce pas, qui permet justement d'objectiver, mais d'objectiver, on en parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, d'objectiver de manière formelle. C'est que ça ne veut pas dire que ce soit objectivé scientifiquement. Ça ne veut pas dire, si vous voulez, que l'évaluation soit scientifique. L'évaluation n'est pas scientifique. On ne peut pas, bien évidemment, elle établit des probabilités, elle établit tout ce que vous voulez, mais tout dépend sur quels critères elle se fonde. Alors, il y a des critères qui sont tout à fait légitimes et d'autres qui ne le sont pas. Alors, aujourd'hui, nous sommes, et là je crois que ça touche en particulier la question, si vous voulez, non seulement de la protocolisation de la prise en charge, mais la question des personnes les plus vulnérables, n'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui aussi, il ne faut pas l'oublier, dans une extrême solitude des vivants. Si vous voulez connaître l'extrême solitude des vivants, il faut simplement s'intéresser à la manière dont ils meurent. C'est-à-dire que l'extrême solitude des vivants est le miroir des mourants et le miroir de l'extrême solitude des vivants. Norbert Elias avait beaucoup aussi insisté sur cette question. Et là, il faut voir que la chose la plus terrible, bien sûr, c'est la technicisation, c'est la professionnalisation. J'ai personnellement travaillé avec des services de soins palliatifs, avec lesquels je travaillais pendant quelques années, n'est-ce pas? La grande souffrance qui est portée au cœur de ces professionnels, n'est-ce pas, des services de soins palliatifs, c'est de considérer que leurs collègues les appellent pour une administration médicale de la mort. Et ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour permettre à quelqu'un qui est en train de mourir, n'est-ce pas, de vivre le temps de sa vie. Et donc, vous voyez, là aussi, on voit bien comment la technique, qui encore une fois n'est pas une mauvaise chose en soi, la technique, il ne faut pas l'oublier, la technique, c'est ce qui a permis à l'humain une certaine émancipation par rapport aux forces de la nature. Comment faire face au risque de disette, d'épidémie, au risque de foudre, etc., ou de bêtes féroces et autres, si ce n'est justement d'élaborer des éléments techniques qui permettent, si vous voulez, de se protéger de ces forces de la nature qui risquent de détruire nos capacités de vie et donc la technique nous permet une émancipation. Mais le problème, c'est que la technique qui a constitué un dispositif d'émancipation par rapport aux forces de la nature, voire un dispositif d'émancipation par rapport aux forces sociales, il faut oublier que la technique juridique est aussi ce qui permet une émancipation, n'est-ce pas? Le droit est aussi ce qui permet une émancipation par rapport à l'arbitraire. Eh bien, ces techniques sont devenues des dispositifs de soumission sociale. Pourquoi? Parce qu'elles confisquent la possibilité de penser, de réfléchir et de décider. Et là encore, n'est-ce pas, on voit bien comment, si vous voulez, nous sommes face à ce que j'appelle aujourd'hui une prolétarisation généralisée de l'existence. Qu'est-ce que c'est une prolétarisation généralisée de l'existence? J'avais d'ailleurs fait un article avec le docteur Odile Buisson dans Libération, suite au rapport de Guy Valenciennes, justement, sur la médecine sans les médecins, finalement, n'est-ce pas, pour essayer de montrer que ce qu'il proposait, lorsqu'il considérait que 85% des patients pouvaient tout à fait être pris en charge par des techniciens de santé et qu'il était tout à fait inutile de les confier à des médecins, c'est quand même pas rien, n'est-ce pas, ou bien des machines, c'est qui est encore un problème, mais là encore, je dis rien contre les machines et les robots chirurgicaux, tout ça, c'est formidable, c'est pas le problème, mais vous voyez, c'est l'esprit du système technicien qui recompose les pratiques. C'est ça le problème. Alors, la prolétarisation, pour aller très vite, c'est quoi? Par exemple, Marx considère que le prolétaire, c'est l'artisan qui se trouve, n'est-ce pas simplement du fait de ses conditions matérielles, dans un rapport misérable à l'existence par l'urbanisation, l'industrialisation, etc. C'est celui dont le savoir-faire artisanal, dont le savoir-être, dont le savoir se trouve confisqué par les exigences de la machine qui lui prescrivent ce qu'il doit accomplir comme actes les plus fragmentés, rationalisés, mais dont il se trouve dépossédé. Vous parliez tout à l'heure d'aliénation. Le jeune Marx, n'est-ce pas, le Marx des manuscrits, c'est de cette aliénation-là dont il parle. C'est-à-dire que celui qui produit voit, en quelque sorte, son travail de production aliéné par les exigences d'autre chose que sa propre capacité à créer. Alors, c'est un point qui est très important, puisque ça signifie, et je pense qu'on va essayer de pousser un peu dans ce sens, ça signifie qu'en gros,
l'homme devient l'instrument de l'instrument qui devait le servir, et l'ouvrier n'est plus que le prolongement de la machine. N'est-ce pas ? Simone Weil, la philosophe catholique des années 40, disait qu'on se résignait à nourrir les hommes pour qu'ils servent les machines. Oui. Et là, il y a un problème extrêmement important, parce que tout se passe comme si le lieu de la décision passait de l'être de l'ouvrier, de son expérience, de son histoire, de son apprentissage, vers le mode d'emploi de la machine. Alors, très vite, moi j'ajoute un tout petit truc par rapport à Marx. La prolétarisation du monde paysan, c'est quoi ? C'est pas simplement, n'est-ce pas, la perte de revenus des paysans. La prolétarisation du monde paysan, c'est la confiscation du savoir, du savoir-être et du savoir-faire paysan par les exigences de la production agroalimentaire qui prescrivent aux paysans ce qu'il doit faire, ce qu'il doit opérer. Et notre prolétarisation, à nous, chercheurs, enseignants, médecins, psy, philosophes, magistrats, journalistes, acteurs culturels, travailleurs sociaux, etc., c'est quoi ? C'est en quelque sorte la confiscation de notre expérience, de notre savoir-être, si vous voulez, artisanal, n'est-ce pas, par les exigences, les contraintes de machines immatérielles mais bien réelles, que sont effectivement les protocoles de normalisation, les procédures, etc., qui opèrent par benchmarking. Là encore, il faut bien distinguer ce qu'il est né, si vous voulez, de la légitimité de certaines procédures. On sait très bien que quand Semmelweis, n'est-ce pas, impose une procédure pour éviter l'infection des femmes des parturientes ayant accouché, on sait bien que cette procédure, elle est légitime. Elle est légitime parce qu'elle s'appuie, si vous voulez, sur une raison d'être scientifique, n'est-ce pas ? C'est très différent des procédures et des protocolisations qui sont imposées au nom, j'allais dire pour être très vite, au nom d'une curatelle, n'est-ce pas, technico-financière, c'est-à-dire effectivement la T2A et bien d'autres choses de ce type-là. Ou bien encore, bien évidemment, n'est-ce pas, la protocolisation dont ce matin il était rappelé qu'après tout, la vérité est relative et que ce qu'on a trouvé aujourd'hui n'est pas tout à fait la même chose que ce que nous avions découvert hier. Donc il y a peut-être matière à avoir une certaine prudence en termes de normes à établir, parce qu'encore une fois, les normes, c'est la somme des exigences imposées à des existences. Donc si on impose des exigences, il faut pouvoir en débattre. Et là, je crois que, incontestablement, je plaiderai pour la réhabilitation d'un espace de parole démocratique, d'un espace de récit qui déjà, n'est-ce pas, est dans la relation de soins. Parce que, si vous voulez, on a beaucoup parlé aussi de démocratie, mais démocratie sanitaire ou démocratie de santé, etc. Le problème, il n'est pas là. C'est que la caractéristique de la démocratie, c'est la distribution, n'est-ce pas, d'un espace de parole, de manière où les arguments sont posés à égalité, ils sont comparés et ils visent à traiter des conflits, n'est-ce pas ? Et c'est pas pour éviter le conflit, n'est-ce pas ? Le conflit, il doit être là, il doit être débattu. Or, si vous suivez un protocole, si vous suivez, n'est-ce pas, des règles de conformisation, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de débat. C'est aussi pour ça que psychologiquement, là c'est le psychopathologue qui parle un peu, mais psychologiquement, c'est parfois, n'est-ce pas, tout à fait, si vous voulez, agréable de ne pas avoir à se poser de questions en suivant une procédure. C'est la part subjective de chacun, n'est-ce pas, dans l'acceptation de cette dépendance extrême, de cette servilité, pourrait-on dire, aux procédures et aux techniques. Alors, c'est là où, effectivement, comme le rappelaient Frédéric et Florent, il va de soi que la sagesse pratique est tout à fait de notre ordre, parce qu'elle nécessite la capacité de supporter l'angoisse. L'angoisse de ne pas savoir, l'incertitude, si vous voulez, la capacité également de considérer que l'avenir n'est pas forcément écrit dans les registres et l'encre du passé. Or, aujourd'hui, il faut bien le voir, n'est-ce pas, avec une évaluation qui passe par les chiffres, c'est tout simple, hein, avec ces évaluations qui passent par les chiffres, on voit bien comment, en quelque sorte, n'est-ce pas, nous regardons dans le rétroviseur, voire nous regardons, si vous voulez, le compteur, et nous ne regardons plus la route. Et c'est la raison pour laquelle nous allons dans le décor. Alors, il y a des travaux comme ceux de Christian Borel sur les décisions absurdes qui montrent parfaitement que nombre d'accidents dans le champ aéronautique ou nombre d'accidents dans le champ nucléaire sont produits par des gens qui avaient tout à fait suivi les procédures et qui donc n'avaient pas fait face à l'imprévu. Et l'imprévu et le contingent sont les conditions, les opportunités pour créer, je crois que
les passes font partie de cette opportunité pour recréer, n'est-ce pas, une médecine moderne, et ça ne m'étonne pas du tout que mon ami Didier Sicard ait évoqué effectivement les passes comme étant la figure de proue, finalement, l'avant-garde d'une recomposition du champ proprement médical qui aujourd'hui est recouvert, si vous voulez, par le champ du sanitaire. Et encore une fois, le champ du sanitaire et le champ du médical, c'est pas tout à fait la même chose. J'ai encore combien de temps là ? Ah bon, non, parce que moi j'ai essayé d'accélérer. Bon, d'accord. Faut pas lui dire ça. Bon, d'accord. Non, très bien. Bon, alors, vous voyez, je voudrais peut-être, si vous le permettez, développer 2 points. Un premier point, ce matin, il a été évoqué la figure de Winnicott, qui compte beaucoup pour moi, puisque ma deuxième thèse portait justement sur l'apport de Winnicott. Il y a une phrase de Winnicott qui est essentielle, parce que Winnicott dit que ce qui compte pour un patient, n'est-ce pas, pour un patient donc, psychique, hein, bien sûr, ce qui compte, mais pour tout le monde, ce qui compte, ça n'est pas ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il est dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'on peut faire tout à fait des tas de choses sans y être, et qu'en tout cas, il peut y avoir un écart considérable entre, si vous voulez, ce que l'on fait et ce que l'on est. On va retrouver cette idée chez Walter Benjamin, qui va dire que véritablement la morale n'est pas du tout liée au comportement moral, mais la morale, c'est l'intentionnalité morale. Et que donc on peut se comporter moralement, mais sans être véritablement moraux, parce qu'il n'y a pas l'intention morale. Vous suivez ce que je veux dire ? Bon. Alors, si vous suivez ce que je dis, n'est-ce pas ? Je ne voudrais pas vous faire tous fuir en même temps, n'est-ce pas ? Mais si vous suivez ce que je dis, ça veut dire tout simplement que les dispositifs incitatifs, c'est-à-dire notre civilisation des mœurs, parce que pour moi, il est clair que, vous voyez, les formes de savoir ou les formes de pratique en matière de santé, en matière de soins, en matière de médecine, ne sont pas simplement imputables au progrès de la technique et de la médecine. Pipot a déjà donné, c'est le 19e siècle, ça s'est terminé avec le 20e, avec 2 totalitarismes. Je ne marche pas dans cette illusion de progrès, ça va de soi. Ce n'est pas simplement imputable au progrès, il y a un progrès, hein, c'est pas ça. Mais le progrès n'est pas linéaire, et il ne faut pas tout imputer au progrès, mais, n'est-ce pas, les formes de savoir et les formes, si vous voulez, de pratique, émergent de la niche écologique d'une culture, d'une société, qu'ensuite elles vont façonner en retour. Donc si vous voulez, en gros, dis-moi comment tu soignes, je te dirai aussi dans quelle société tu es. Donc vous voyez, il faut bien voir que cette niche écologique, entre guillemets, du soin, comme cette niche écologique de l'éducation, eh bien, cette niche écologique du politique, sont révélatrices, effectivement, des valeurs qui traversent à un moment donné une société. Et que donc, la conformisation des soins, la protocolisation des soins, ça veut dire aussi qu'on fabrique une civilisation des mœurs très conformiste. Très conformiste. Et ce point me paraît extrêmement important. Donc je crois qu'il faut redonner un temps de parole. Il faut arrêter, si vous voulez, de se fier simplement aux informations. Je vais revenir sur ce point rapidement. Mais il faut un temps de parole. C'était très important, l'information, dans une espèce d'accumulation successive dont nous ne pouvons pas même avoir le temps de digérer, de métaboliser, d'élaborer, de faire notre pensée à partir de ce que nous recevons comme information. Et dites-vous bien, on a un peu travaillé là-dessus avec un certain nombre d'amis sur la question du consentement, n'est-ce pas ? Dites-vous bien que les informations que vous donnez aux patients, nous savons que statistiquement, on va être dans les chiffres, 10% de ces informations retenues par le patient, et lorsque, pardon, je dis une bêtise, 50% d'informations retenues par le patient, et lorsqu'il s'agit d'enfants, il n'y a plus que 10%. C'est-à-dire que lorsqu'on s'adresse aux parents pour donner des informations sur l'état d'un enfant, 10% des informations sont retenues. C'est-à-dire que, vous voyez, on est face à quelque chose où l'information est venue prendre la place, vous voyez, du débat, prendre la place de la parole, prendre la place du dialogue clinique. Et je crois que si on parle beaucoup d'éthique, effectivement, je vais aller dans le sens que vous avez évoqué, si on parle beaucoup de clinique aujourd'hui, c'est parce que la clinique, pardon, j'ai un lapsus. Si on parle beaucoup d'éthique aujourd'hui, c'est parce que justement l'éthique est le dernier recours pour un temps, une temporalité de la clinique. C'est-à-dire que dans une médecine technoscientifique, et techno-gestionnaire pour aller vite, il faut quand même mettre un petit peu de mou, et ce mou, c'est du côté, si vous voulez, de l'information, du côté de l'éthique, etc., mais qui ne saurait, encore une fois, remplacer la capacité d'accueillir la vulnérabilité de quelqu'un. Et c'est très important, dans la mesure où la vulnérabilité de ce quelqu'un, c'est la nôtre. Et c'est cette vulnérabilité qui fait notre humanité. C'est-à-dire, il n'y a pas d'humanité sans vulnérabilité. C'est la grande notion avancée par Piglio Mirandol, n'est-ce pas, philosophe du Quattrocento, c'est
en gros, que l'espèce humaine ne détient sa dignité que parce qu'elle est vulnérable, que parce qu'à la naissance, elle n'était pas entièrement appareillée pour survivre dans le milieu dans lequel elle naissait. Et c'est justement cette vulnérabilité qui a nécessité, en quelque sorte, n'est-ce pas, la prise en compte par un autre pour donner des soins. C'est-à-dire qu'en gros, c'est cette vulnérabilité qui constitue la spécificité humaine et qui constitue la nécessité de l'autre, c'est-à-dire d'un rapport à l'autre et d'un rapport à la culture. Et la liberté dont on vous parle, la liberté de consommateur, la liberté de choisir, la décision partagée, les choix de préférence, bon je connais tout ça, on a un peu travaillé sur cette question pendant quelques années, n'est-ce pas ? Si vous voulez, c'est bien beau, c'est très bien cette liberté, elle est nécessaire, mais c'est la portion congrue, c'est tout ce qui reste. La véritable liberté, elle requiert, disait Hannah Arendt, la présence d'autrui. C'est-à-dire qu'elle requiert un autre qui puisse reconnaître symboliquement et matériellement votre vulnérabilité, vous en donner acte et vous en donner soin. Je crois que si, pour terminer, nous étions parfaitement adaptés à nos protocoles, parfaitement adaptés à nos tâches, si nous arrivions à fabriquer des patients réparés pour être eux-mêmes adaptés totalement à leurs tâches, je pense que ce serait monstrueux. Ce serait monstrueux, et je citerai encore une fois Walter Benjamin, qui parle du geste de l'enfant qui essaie d'attraper la lune comme une balle. Il dit « Le geste n'est pas vain malgré les apparences, parce qu'il nourrit un élan du cœur et de l'esprit. » Et il ajoute « Que serait un enfant parfaitement adapté à sa tâche ?» Et il dit « Peut-être ne serait-il plus tout à fait un enfant, peut-être aurait-il perdu la naïve joie d'exister. » Et je crois que c'est très important, justement, qu'il y ait des pratiques comme la vôtre, n'est-ce pas, qui permettent de retrouver la naïve joie de soigner dans un monde qui est un monde, et je terminerai là-dessus, qui est un monde numérisé. Parce que ça a été peu abordé ce matin, et moi je travaille un peu sur cette question, Frédéric le sait, n'est-ce pas ? Le défi demain, ça va plus être simplement les protocoles, les modes d'emploi, etc. Bon, on s'aperçoit que c'est une bureaucratie qui coûte cher. Hein. Allez demander combien coûte le fonctionnement des ARS, et puis vous verrez, si de toute façon, vous n'aurez pas de réponse. Hein. Mais bon, dans les universités, combien coûtent les comités de visite et autres, là aussi, vous n'aurez pas de réponse. On a essayé d'en avoir, on n'a jamais eu. Bon, donc vous savez, c'est pas efficace, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est pas une efficacité. Il faut bien se rendre compte que les évaluations aujourd'hui, n'est-ce pas, se prévalent de l'efficacité pour se rendre légitimes, mais qu'elles ne sont pas véritablement efficaces. C'est une évidence. Elles n'ont comme seule efficacité la soumission. C'est-à-dire que l'évaluation, c'est aujourd'hui la nouvelle manière de donner des ordres, à partir des chiffres. Vous voyez. Alors, le défi de demain, c'est la médecine numérique. C'est la médecine numérique. Pourquoi ? Eh bien parce que, vous le voyez, on va avoir de plus en plus des machines quasiment portatives qui vont pouvoir, n'est-ce pas, prendre votre tension, mesurer votre fréquence cardiaque, mesurer votre taux d'alcoolémie à partir de l'analyse de la sueur. Ça se fait, et c'est même, je n'ai pas le temps d'en parler, mais une petite expérience dont j'aimerais parler, mais j'en parlerai une autre fois. Vous voulez que j'en parle maintenant ? Bon, j'en parle. Bon. Eh ben, j'en ai parlé un peu partout, parce que je trouve ça extraordinaire, y compris à la radio, parce que je trouve ça extraordinaire. C'est une expérience qui a lieu à Londres actuellement, aux Pays-Bas, et qui nous vient des États-Unis. Vous savez qu'il nous faut 10 ans en Europe pour recycler les surplus américains. Donc aux États-Unis, ça existe déjà depuis des années. Eh bien, ça consiste à saisir des patients, oui, à saisir des citoyens qui se trouvent à un état d'ébriété, n'est-ce pas, et qui ont été pris dans des injures, des altercations, des bagarres, etc., n'est-ce pas, à les sanctionner. Alors, ils sont déférés devant le tribunal, etc., ils sont repérés, et ils doivent venir, si vous voulez, signer. Bon, ils sont surveillés. Et puis à un moment donné, on leur donne une autre possibilité. À Londres, depuis la loi de 2012, cette autre possibilité, c'est de porter à la cheville un bracelet électronique qui mesure toutes les demi-heures le taux d'alcoolémie à partir de l'analyse de la sueur. Toutes les demi-heures. Et, bien évidemment, n'est-ce pas, lorsque vous dépassez de quelques pannes de bière ou de vin ou de whisky au choix, n'est-ce pas, le taux auquel vous avez droit, si j'ose dire, un signal est envoyé et vous pouvez, à ce moment-là, être sanctionné, puni, voire retourner en prison. Ce qui est très intéressant, si vous voulez, peut-être que je terminerai un peu là-dessus, comme exemple de médecine numérique, c'est quasiment la médecine numérique, hein, je vous rassure. Et ce qui est très intéressant, c'est que le maire de Londres, Boris Johnson, lorsqu'il défend son produit, si vous voulez, de surveillance de la population, donc prise comme dans des déviances sociales, il dit que ça permet d'aider les gens.
Je vous demande de réfléchir à ce mot. Ça permet d'aider les gens. C'est ça la forme de l'aide dans notre société. C'est ça la forme du soin. C'est la surveillance technique. Bon. Et il ajoute, n'est-ce pas, je crois que c'est plus efficace et moins cher. Là, vous avez les deux mamelles du néolibéralisme. Vous pouvez vous faire élire à peu près partout avec ces deux trucs-là. C'est plus efficace et moins cher. Plus efficace, c'est un langage de machine. Je suis désolé, je n'ai pas voulu entrer dans le débat tout à l'heure sur la performance. Je rappellerai quand même simplement que la performance, qu'est-ce que c'est au départ? La performance, c'est la manière dont court un cheval de course. Et ensuite, c'est le résultat, n'est-ce pas? C'est le résultat à la fin de la course. C'est-à-dire que insister sur la performance, c'est considérer que la vie n'est rien d'autre que, si vous voulez, un champ de course, et que finalement, ce sont les machines qui, à ce moment-là, peuvent le plus facilement gagner. Donc, je reviens à mon propos. Et alors, est-ce que c'est vraiment efficace? Ce qui est très intéressant, c'est que, justement, aux États-Unis, on a déjà fait des recherches là-dessus, notamment dans le Dakota du Sud, où on s'est aperçu qu'effectivement, quand les gens portaient, n'est-ce pas, à la cheville ce bracelet électronique, moins de 5% récidivaient. Mais, quand ils enlevaient le bracelet électronique, ils pouvaient rejoindre le reste, n'est-ce pas, des récidivistes. C'est-à-dire que c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez là la technique, et je crois qu'on voit bien, si vous voulez, la limite, justement. Comment la technique, elle vient à la place d'une conscience morale. Elle vient à la place, c'est-à-dire devient un surmoi portatif que vous portez à la cheville. Une fois que vous l'enlevez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut quand même penser aux conséquences anthropologiques et politiques de ce type, n'est-ce pas, de système. Parce que c'est ce système-là qui, demain, va se généraliser aussi, pour de bonnes et mauvaises raisons. Il n'y a pas que des mauvaises raisons, il y a aussi de bonnes raisons qui va se généraliser, si vous voulez, dans la surveillance de la santé des populations. Et je crois qu'il ne faut pas oublier qu'un patient n'est pas simplement un segment de population statistique, ou n'est pas simplement, si vous voulez, un élément, n'est-ce pas, à surveiller dans une démocratie qui, pour le coup, deviendrait sécuritaire plus que sanitaire. Je vais terminer pour ne pas abuser, mais peut-être vous dire simplement que ce qui est très difficile... Non, mais... Ah oui, non, c'est fini. Bon, alors, juste vous dire simplement, si vous voulez, que la confiance dont il a été question, dans confiance, il y a foi, c'est ça que ça veut dire, et foi dans quoi? Foi notamment dans l'humain. Et j'ai beaucoup aimé, juste deux phrases, hein. Premier Jackie, 2 phrases. Première phrase, j'ai beaucoup aimé que vous parliez de l'humain, et la manière dont c'est annoncé, j'ai parlé du soin, mais pas de l'humain. Et pour l'humanité, moi je donnerai la définition que propose Jaurès. Pour Jaurès, l'humanité, ce n'est pas une transcendance. L'humanité, ce n'est pas chaque individu. L'humanité, c'est la part qui, chaque individu, refuse la fatalité économique et biologique. Et je crois que dans le défi, et le défi des passes en particulier, il y a ce refus d'une fatalité économique et d'une fatalité biologique. Je crois que c'est un point, si vous voulez, qui est très important. Et dernière phrase, pour Jackie, promis, n'est-ce pas? Je terminerai avec Canguilhem. La raison est régulière comme un comptable, mais la vie, anarchiste comme un artiste. Reste un peu artiste. Merci. Merci beaucoup à Roland Gori. Je pense que c'est pas trahir l'esprit de la salle que dire que vous avez brillamment et avec beaucoup d'emphase et beaucoup de bonheur éclairé la fin de journée. Juste, Claire va peut-être vous dire un petit mot de départ, et je ne sais pas si c'est à moi de le faire, mais du coup je le fais. C'était pour remercier quand même tous les organisateurs. Alors forcément je vais en oublier, donc tous ceux qui ont assuré la logistique de la salle, la logistique des films, des photos. Également remercier ISM, Interprétaire Service Migrants, la Fondation de France, et puis Humanis, et bien sûr le ministère sans lequel la journée n'aurait pas eu lieu. Je pense que ça mérite qu'on les applaudisse quand même. Et puis un petit mot, sinon je ne serais pas dans mon rôle à l'interface du monde universitaire médical et citoyen militant, de dire qu'un collectif passe sa vie parce que, après tout ce qu'on a dit, on ne peut pas être collectif si on n'est pas plusieurs et pluriel. Et que malheureusement, après tout ce qu'a dit Roland Gori, je suis très réducteur de parler d'argent, mais que les petites cotisations qui aident à vivre le collectif PASS sont importantes. Je pense qu'à travers une symbolique comme ça, on aide à faire vivre ce que l'on porte aussi. Et vous savez très bien que ce n'est pas une question d'argent en tant que tel, mais d'alliance entre la contrainte matérielle et notre exigence spirituelle qui est en jeu, dans ce petit obol qu'on vous demande. Voilà, mais je pense que ça méritait d'être dit. Et puis, je passe la parole à Claire pour le mot de la fin et le revoir.
Oui, enfin un petit mot très rapide. Merci d'être resté, puis merci à tous pour vos contributions vraiment excellentes. L'aventure continue, hein, donc soigner l'humain, ça continue. Le cycle de formation, conférences, débats continue. Et vous êtes partie prenante et à l'écoute de toutes vos idées pour des sujets, pour les mois à venir, puis pour un prochain colloque. Après le colloque national des passes à Toulouse. Voilà, continuons ensemble cette dynamique et puis merci encore d'avoir été ici aujourd'hui.